c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, c'est fou ce que ça passe quand on se plaît. Entre 9h et 10h, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour l'interview de Jean-Mi, rediffusion les dimanches matins entre 10h et 11h. Et ensuite, vous retrouvez tout cela dans Inside Magazine, dans l'info de la région, sur Spotify, sur notre site web, inside-radio.com. Vous commencez à connaître tout ça par cœur, on vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus à nous écouter. On a vu il y a quelques semaines qu'on avait quelques 10 000 auditeurs en plus, donc c'est parfait. Plus proche de vous aujourd'hui. On va parler football, on va parler d'un club qui s'appelle le RFC Messancy, puisqu'en face de moi, j'ai son T1 de la première, Romain Olé-Nicole. Bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va, Romain, ce matin? Ça va très bien. Merci en tout cas pour l'accueil, porter un intérêt pour moi et pour le club de Messancy notamment. Donc, oui, très content d'être là. On va évoquer tout ça avec plaisir. Alors, on va commencer. Je ne sais pas si vous aimez vous mettre en avant, mais on va devoir le faire, Romain. Donc, pas spécialement, j'aime pas trop parler de moi, mais bon, on va. C'est qui ce Romain Olé-Nicole avec cet accent chantant L'accent a un petit peu disparu, mais voilà, qui suis-je? Déjà, je suis à l'heure actuelle entraîneur du club de Messancy et à la tête d'une société de management. Donc, qui suis-je? Je suis papa d'un petit garçon, je suis né en Savoie, en France. Après, j'ai vécu pas mal d'années dans le sud de la France, où j'ai toute ma famille qui est encore. Donc voilà, qui suis-je pour résumer. Donc il y a un parcours, parce que là on va parler football. Vous arborez les couleurs du RFC Messancy pour ceux qui regarderont sur la chaîne YouTube. Mais je pense qu'avant Messancy, il y a eu... Vous avez bourlingué. Oui, voilà, un petit peu. Tout simplement, j'ai démarré le football au plus jeune âge dans les Vosges, où je suivais mes parents, à Raon-l'Étape, où j'ai passé 9 ans. Mon papa était entraîneur du club, donc j'ai démarré là-bas. Je me suis exilé après dans le nord, du côté de Valenciennes, où j'ai commencé un petit peu à gravir les échelons en tant que footballeur, ou à un niveau intéressant au niveau national. Après, j'ai été recruté par Nîmes Olympique, où j'ai passé beaucoup d'années, pas moins de 6 ans, en sport-études et au centre de formation. Donc voilà où j'ai démarré le football. Il y a le paternel quelque part qui déjà avait tracé la voie. C'est ça, oui, c'est ça. Évidemment, en tant que jeune footballeur, j'ai suivi mes parents, évidemment, jusqu'à l'âge de 16 ans. À partir de 16 ans, j'ai pris mon envol où j'ai intégré le centre de formation de Nîmes Olympique. Et après, je me suis retrouvé à Clermont-Ferrand, où j'ai pu découvrir le monde pro avant de partir à l'étranger. Mais voilà un petit peu mon parcours. Alors, vous avez dit quelque chose, 30 secondes, c'était le sport-école, sport-études. C'est ça. Il faut faire des sacrifices quand on va avoir un certain niveau. Beaucoup de sacrifices. Des sacrifices, déjà, il faut déjà avoir un parcours scolaire qui tient la route. Parce qu'avant de rentrer dans un centre de formation, il y a les qualités sportives, mais il y a aussi le parcours éducatif, donc que ce soit les notes, le comportement, le bulletin, tout. Ouais, c'est pas tout d'avoir une bonne technique. Non, voilà, le football c'est une chose, mais il faut aussi avoir la tête, on va dire, et pas forcément faire les plus grandes études du monde, mais avoir un certain cursus et une assiduité aussi à l'école et des résultats satisfaisants et aussi dans le comportement. On a besoin d'idoles pour devenir un joueur épanoui. Des idoles, on est tous des idoles. Moi, mon idole... Une idole française, c'était Zinedine Zidane, comme beaucoup, je pense, de ma génération. J'étais la génération 87 où j'ai pu côtoyer durant toutes mes années de footballeur des joueurs de ma génération, comme on avait appelé la génération dorée. Je pense que je suis... Comme les Diables Rouges. Voilà. C'est la vieille génération. Et je pense que je dois être l'élément qui est sorti de cette génération dorée parce que j'ai pu côtoyer tous les week-ends des joueurs comme Karim Benzema, Tem Ben Arfa, Samir Nasri, Mehdi Benassia, qui est à l'heure actuelle directeur sportif de l'Olympique de Marseille, qui est un de mes bons amis, qui ont fait des grandes carrières dans les plus grands clubs européens. Après, voilà, il y a eu des faits de carrière et autres qui ont fait que, mais voilà, mon idole en tant que footballeur, c'était Zinedine Zidane à l'époque. Et si on est dans les idoles jouent dans des clubs. Donc il y a un club fétiche que vous suivez toujours. À part le RFC Messancy. À part le RFC Messancy, évidemment, qui est le premier dans mon cœur. Mais mon club de cœur est un club anglais, Arsenal.
Les Gunners. Les Gunners. Je suis un Gunners depuis mon plus Vous jeune âge. savez pourquoi? Je pose la question, mais je ne connais pas la réponse. J'espère que vous l'avez. Pourquoi on les appelle les Gunners? Les Gunners, parce que déjà leur emblème, c'est un canon. Bah oui, Voilà, ça, oui. c'est- Jusque-là, j'en ai la référence. Je parle anglais à moitié. Après, vraiment, de où ça vient, je pourrais pas vous dire. Moi, j'ai peut-être bien une aimé question- la French Touch avec l'époque de Thierry Henry, Patrick Vieira, etc. Ah oui, ok. Si Steve-O nous écoute, et j'espère qu'il nous écoute, c'est peut-être une question de trop tôt, Exact. parce qu'il y a le score Arsenal aussi. Mais enfin, tout ça nous éloigne un petit peu du sujet. Ou quoique, j'aimerais qu'on parle, Romain, du boulot de coach. Parce que un boulot de coach, c'est à mon avis pas que coacher. On parlait des qualités techniques, mais qu'il faut aussi avoir la tête qui suit. Et vous savez, vous qui m'écoutez avec mes fantastiques invités chaque semaine, que de temps en temps j'ai un petit belgicisme, de temps en temps j'ai une petite citation. J'ai une citation et je ne sais pas de qui c'est. Mais peu importe, parce que j'ai trouvé qu'elle était pas mal. L'entraîneur médiocre parle, le bon explique, le très bon démontre et le meilleur inspire. Très belle citation. Merci cet auteur inconnu. Mais oui, c'est quoi être coach en 2024 d'une équipe de P1 et d'une autre équipe? Parce que je sais que vous entraînez aussi les jeunes, comme on dit. C'est ça, oui. Oui, j'ai la casquette d'entraîneur de la première équipe du club et aussi des jeunes, notamment des U11 Namlux du club. Je pense que la qualité principale, plusieurs qualités, mais je pense qu'une qualité principale, c'est plus tout autour du management, la gestion de l'humain, très important. Le foot, c'est une chose, mais c'est aussi les relations qu'on a au quotidien avec les joueurs. Savoir pourquoi un joueur est bon, c'est pas forcément que les qualités techniques, c'est aussi savoir son environnement, sa forme du moment, ce qui se passe autour de sa vie et autres. Et puis quand on est entraîneur, il faut faire des choix. Donc, il faut nous expliquer. Voilà, expliquer les circonstances. choix. Il y a toute une réflexion en parallèle. C'est plus à ce niveau-là, gérer les égos, on va dire. Même si on reste à un petit niveau, on a un petit niveau, mais je pense qu'importe le niveau, c'est surtout ça, de gérer l'aspect humain au cœur du projet. C'est vraiment ça qui est important. Il faut être passionné pour être coach ou pas forcément? Il faut un minimum. Je pense qu'il y a deux choses pour être entraîneur, mais je m'en aperçois un petit peu plus maintenant. Il faut être passionné et je pense qu'il faut être un petit peu fou pour être entraîneur. Alors parce qu'on l'a évoqué, il y a la P1 d'un côté et il y a les jeunes de l'autre côté. Il faut être plus fou pour entraîner quoi? La P1 ou... Non, je pense qu'il faut être plus fou pour entraîner les seniors que les jeunes. Entraîner les jeunes dans un club, forcément, il y a toujours aussi des petites choses à régler, à expliquer aussi, parce qu'on est forcément, quand on est entraîneur, n'importe quelle équipe, on a tout le temps des choix à faire, même si en tant que jeune, c'est pas du tout les mêmes priorités, il n'y a pas d'importance de résultat, c'est plus l'évolution des enfants, de tous les enfants. Ouais. Après, forcément, mathématiquement, tous les enfants ne peuvent pas jouer en même temps, mais après, au niveau senior, c'est vrai que dès que la formation et la post-formation est terminée, on veut développer une certaine idée de jeu, un projet, etc. C'est une chose, mais c'est surtout les résultats qui comptent. Donc forcément, le jour J, on met ou on pense mettre l'équipe et les joueurs les plus à même à réussir. Donc c'est vrai qu'il faut garder tous les joueurs concernés. Et on a besoin de tout le monde dans une saison. Donc c'est ça le plus facile, le plus difficile à gérer, je pense. Et on l'a évoqué en première partie, mais donc vous avez été coaché à un moment donné de votre carrière par votre papa. C'est ça. Et maintenant, vous coachez aussi votre fils. Alors, quand votre papa écoutera l'interview, il aura son avis, mais on est plus sévère avec son fils qu'avec ses petits copains ou... Sans hésitation. Mon papa était plus sévère avec moi qu'avec mes collègues. Et avec le recul, j'en parle aussi souvent avec mon fils, justement. Il paraît que je suis un petit peu plus sévère avec mon fils. Après, je pense que c'est dans l'humain. Il faut montrer l'exemple aussi. Si on veut attendre certaines choses des enfants, si on donne des passes droits à notre fils, on perd de la crédibilité. Donc après c'est vrai que... Marcher sur un fil aussi... Oui, après ça reste que des jeunes enfants, mais quand on est passionné, on veut vraiment aller au bout, que ce soit des jeunes ou même des adultes. Mais c'est vrai que par moment, et on me le dit souvent aussi autour de moi, je suis un petit peu plus dur avec Eden. Ah, Eden. Écoute, pas être trop dur. Parfois, tu regardes les autres papas spectateurs et tu vas leur dire, dites un peu à mon papa que exact. lâche un peu. Trop de soutien. En tout cas, je
je prends vraiment beaucoup de plaisir avec les jeunes, avec l'équipe première évidemment aussi, parce que c'est le pain quotidien, mais avec les jeunes, c'est différent, c'est bien. On touche un mot sur le récent exode des joueurs, on va dire, des grandes équipes Fagnon, des grands noms qui sont en train de migrer depuis quelques années, soit en Amérique, soit vers le Qatar ou les Émirats L'Arabie Saoudite. Il en pense quoi, le coach Ole Nicole de J'en tout pense ça? que, Du temps comme beaucoup d'entraîneurs ou des personnes un petit peu plus anciennes qui sont dans le football évolue. Je pense que... Comme aussi, dirait Mbappé, le football, il a changé. voilà, c'est ça. le football il a changé. Mais c'est vrai que voilà, l'appât du gain, on va dire, et l'argent pollue, je pense, le football à l'heure actuelle. Il faut en être clair, que ce soit même à notre niveau, à notre petit niveau, parce qu'on reste un petit niveau en P1. Mais voilà, dans les strates professionnelles, c'est vrai qu'il y a tellement d'argent qui est brassé, que ce soit dans le sponsoring, dans l'image, dans les ventes d'articles, de maillots, d'autres, de billetterie. Il y a un argent de l'argent, on va dire, démultiplié. Donc je pense que l'argent pollue le football. Et puis après, les joueurs, voilà, c'est des choix de vie. Après, je pense, Exactement. personnellement, si en fin de carrière, décrocher un bon contrat en fin de carrière, je pense que tout humain pourrait avoir cette réaction. Après, je trouve ça plus dommage pour des jeunes joueurs qui partent aux Émirats, en Arabie Saoudite ou autres, pour aller chercher des gros contrats alors qu'ils ont une dizaine d'années devant eux, plus haut niveau. Je trouve ça un petit peu plus dommage, mais bon. Romain, j'aimerais qu'on parle, parce que vous avez deux casquettes. Vous avez la casquette d'entraîneur et de grand coordinateur, on va dire, avec le comité. Et on va toucher aussi un mot, faisons le matin, tiens d'ailleurs, sur le comité Du RFC aussi. Et l'importance d'avoir, il n'y a pas qu'un entraîneur en fait. Non, bien sûr. Entraîneur à l'interview. L'entraîneur, voilà, ça représente le club, on va dire, que ce soit coach ou coordinateur, comme on peut l'appeler peut-être, du club, mais sans un comité, sans un président, à qui je fais d'ailleurs un clin d'œil, à Daniel Engel, avec qui je me suis lié à sa prise de fonction. Et on peut le dire aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles je m'investis autant et je m'implique, c'est aussi en grande partie pour lui et grâce à lui, on va dire, et il me suit aussi de ce côté-là. Donc, comme on se le dit, on s'est lié d'amitié, on s'est donné une parole pour faire évoluer le club. Donc voilà, tout seul, on ne fait rien. Il y a le comité, on aimerait bien évidemment qu'on ait davantage de personnes autour du club pour être avec nous, mais le comité, le club, les coachs, tout le monde est uni pour avancer. Il faut qu'on parle du bénévolat, parce qu'il y a des coachs, il y a des joueurs, il y a un comité, mais plus je vis à l'intérieur de ces interviews, et je l'ai déjà dit mais je le répète, souvent dans les clubs dans lesquels on va, dans les associations, dans les ASBL, s'il n'y a pas le bénévolat, je pense qu'il y a beaucoup moins de choses qui se passent et qui frétillent dans nos belles provinces. Donc comment ça se décline ce bénévolat en 2024? C'est toujours facile d'avoir des bénévoles ou c'est vraiment de la bonne volonté? C'est plus compliqué, évidemment. Le bénévolat, c'est un maillon essentiel de la chaîne, comme on dit. Pour moi, c'est évident. Il y a tellement de choses à faire dans un club, dans une association, au quotidien. Si on pouvait compter sur beaucoup plus de bénévoles, évidemment, ça serait plus simple et ça permettrait de déléguer plus de choses que voilà, le comité fait ou d'autres personnes autour du club font. Mais évidemment, avoir des bénévoles, c'est la base, je pense, de toute association. Donc appel à tous ceux qui nous entendent. Alors, je pense qu'il n'y a pas des gens qui vont venir de La Roche pour venir donner un coup de main au RFC Messancy. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, pas que ceux de La Roche, je peux pas décider ça. Alors Romain, donc deuxième casquette, on a dit, après cet aparté sur le bénévolat. Red Agency, donc vous êtes aussi... agent, on dit ça, agent, joueur. Intermédiaire sportif. Intermédiaire sportif. Le mot juste. Ah, ça c'est bien. Je vous expliquerai pourquoi la différence. Et pourquoi Red? Pourquoi Red Agency? Tout simplement. Les Gunners jouent en rouge. Les Gunners jouent en rouge. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Red Agency, tout simplement les initiales de mon prénom, du prénom de mon fils et du prénom de mon papa. Qui sommes les trois seuls et uniques Ole Nicole sur cette terre. Donc on voulait Ah oui, donc ça aurait pu s'appeler en ordre chronologique comme Dr. Dre. DRE. C'est ça. Ça aurait pu être... Ça aurait pu. Ouais. Mais comme je suis à la tête de la société, je voulais d'abord mettre et puis je trouvais que ça sortait mieux Red Agency. Oui, bon après, on verra si vous choisissez, parce qu'il y a un petit devoir de fin d'interview, c'est de choisir, je vous le dis déjà,
D'accord. Vous préparez, choisir la chanson de sortie. Donc ça veut dire quoi d'être, dites-moi le terme. Intermédiaire sportif. Qu'est-ce qu'un intermédiaire sportif, Romain? Un intermédiaire sportif, c'est une personne qui met en relation un joueur de football avec un club, qui développe son image, qui négocie les contrats, les prolongations de contrats, qui s'occupe de tout ce qui est hors terrain pour un joueur, pour le mettre dans les meilleures conditions. Donc il faut connaître d'un côté un vivier de joueurs et des clubs potentiellement intéressés. Exactement, c'est exactement ça. Après, la différence entre agent de joueur et intermédiaire sportif, c'est pour ça que je mène un intermédiaire sportif. J'ai ouvert ma société il y a quasiment 2 ans maintenant. Il y a des licences à avoir, licence FIFA, licence UEFA, etc. C'est comme dans tous les métiers, pour répondre aux exigences de la loi. Et pour me développer, c'est pour ça que je me considère comme intermédiaire sportif. Et dans ma société, j'ai pris une personne ayant la licence FIFA. Dans la société, plus des scouts, plus un avocat aussi mandataire sportif pour répondre à toutes les exigences. Et comment ça se passe? Un intermédiaire sportif, un joueur rejoint la société, il s'engage pour une durée définie entre le joueur et la société. Et durant cette durée, le joueur nous fait confiance, nous donne sa comment dire? Oui, c'est un petit peu ce qu'est un agent immobilier. Exactement, je le dis toujours. Pas PME entre quelqu'un qui cherche un emploi. Exactement ça. Oui, c'est un agent immobilier, pour parler, on va dire familièrement, entre un joueur et un club, exactement. Ça se passe bien? Ça se passe très bien, la société se développe bien. J'ai une trentaine de joueurs aussi dans la société. Mais donc vous êtes passé, parce que vous entraînez la P1, vous êtes actif dans le comité. Vous entraînez une autre équipe de jeunes, donc les journées et les semaines de Romain et Nicole sont chargées en effet. Mais voilà, après j'ai ouvert aussi cette société pour pouvoir gérer mon emploi du temps, pour pouvoir travailler de la maison, pour gérer mon emploi du temps aussi avec... j'ai une double casquette, mais j'ai aussi la troisième casquette aussi de papa, où j'essaie aussi de passer pas mal de temps avec mon fils. Donc pour gérer tout ça, c'était, je pense, une sollicité importante. Et gérer des joueurs dans la société qui évoluent partout dans l'Europe, parce que j'ai des joueurs... ici en France, en Belgique, au Luxembourg, mais aussi en Russie, en Bulgarie et dans les Émirats. Donc c'est géré, si on peut éviter tous ces déplacements, on le fait, mais par moment on est obligé aussi de se déplacer à travers l'Europe. Donc c'est pas mal de choses à développer, mais oui, je suis très content de l'évolution de la société après. Et voilà, on a des valeurs au sein de la société qui font que tous les joueurs qui nous rejoignent, c'est vraiment... Ouais, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a une patte? Est-ce qu'il y a l'ADN de Red Agency? L'ADN, on va dire, c'est vraiment la proximité, d'être là avec les joueurs au quotidien. Je ne vais pas dire que j'ai en contact tous les joueurs au quotidien, mais on essaie d'être vraiment très proche des joueurs, avoir beaucoup d'empathie. Je pense que c'est une qualité importante dans ce métier, être à l'écoute et voilà, et donner le maximum, parce qu'un joueur qui rejoint une société de manière exclusive nous lègue, entre guillemets, sa destinée et son avenir. Donc on a ce devoir de se donner au maximum pour le joueur, pour le conseiller, pour se battre, entre guillemets, au quotidien, pour lui apporter le plus de possibilités possibles. Donc voilà, je pense que c'est l'empathie, l'ambition et le travail. Mais bon, ça, c'est dans tous les domaines. Ouais, exactement. Alors, on a évoqué plein de choses. On a évoqué le parcours de Romain, on a évoqué le coaching, l'école de la vie, on a évoqué... l'agence qui s'appelle Red Agency, qui est alors Romain, il va falloir que vous me le redisiez, parce que moi je dis intermédiaire sportif. Oui, voilà, vous êtes intermédiaire sportif, bien sûr, comme chacun le sait. Et puis la dernière partie, c'est la plus... elles sont toutes sympas, mais c'est le bloc où on se livre un petit peu, on se dit, mais si c'était à refaire, Romain, vous le referiez, tout ça? Il y a eu des moments... Si c'était à refaire, je ferais tout. Je ferais peut-être différemment certaines choses, mais en tout cas, je le vivrais de la même manière. Avec le recul, je ferais peut-être certaines choses et j'amènerais un petit peu plus de sérieux à un moment, à un tournant de la carrière sportive de footballeur, je pense, avec le recul. Mais j'ai des moments très marquants pour moi dans la carrière que j'ai pu faire en tant que footballeur. Jouer... Comme quoi, par exemple? Comme quoi, j'en ai plusieurs. J'en ai 2-3 qui me viennent en tête, comme ça. Une génération 87 où, quand j'étais à Nîmes Olympique, on jouait tous les week-ends comme des équipes de Monaco, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, toutes ces équipes-là. Et j'ai eu la chance dans ma génération de croiser tous les week-ends des joueurs comme, comme j'ai dit tout à l'heure, Benzema, Ben Arfa, Nasri, Benassia, etc. C'est des choses, avec le recul, quand je vois que les joueurs jouent au Real Madrid. Ils étaient déjà bons à cette époque-là? Ils étaient déjà bons, peut-être pas forcément dans l'ordre de carrière dans lequel ils ont fait. Certains joueurs étaient meilleurs, mais je pense que le sérieux
Comme je le disais avant, ça fait beaucoup de choses. Eh oui. Les qualités footballistiques, c'est une chose. Après, le sérieux, l'entourage, ça fait beaucoup de choses aussi. Donc ça, c'est aussi c'est un bon souvenir. Deuxième bon souvenir, je pense, c'est quand j'ai découvert le monde pro à Clermont-Ferrand, en Ligue 2. Mes premières minutes, je me rappellerai aussi toute ma vie, c'était à Brest, en Ligue 2. Brest, on voit où ils sont aujourd'hui, qui jouent la Ligue des Champions. Et mes premières minutes, justement, ce déplacement, il y a un petit peu prescription, je peux le dire. Maintenant, il y a une dizaine d'années, c'est un de mes bons amis. C'était mon papa l'entraîneur en plus. Et un de mes bons amis, Mehdi Benassiar, qui jouait. Et en deuxième mi-temps, m'a fait un clin d'œil sur le terrain pour, pas simuler, mais une petite blessure pour me laisser sa place pour que je démarre dans le monde professionnel. Donc, c'est des choses touchantes et très, très intéressantes. Et puis voilà, comment la carrière que le joueur a eu, que ce soit Juventus, Bayern Munich, AS Roma et maintenant directeur sportif de l'OM, c'est des choses proches. J'ai pu vivre toutes ces aventures avec lui en allant souvent chez lui, etc. Donc, c'est des choses très intéressantes. Et puis, de venir ici au Grand-Duché, au Luxembourg, ça m'avait aussi permis de découvrir la Coupe d'Europe, l'Europa League et les phases qualificatives de Champions League. Donc c'est pas mal de choses qui font découvrir des pays, des stades, etc. qui marquent. Et après 10 ou 15 ans en arrière, on se rappelle toujours de ces moments. Et vous imaginez maintenant, après cette interview, en plus, qui va vous donner une aura encore... Bien sûr, sur une radio exceptionnelle. Sur une radio que j'écoute tous les matins dans la voiture en plus. Félicitations, vous êtes un des 10 000 où j'étais peut-être là, ou non, j'étais là avant. J'étais là avant. Et j'aimerais, avant qu'on évoque que vous nous donniez votre chanson, votre choix musical, qu'on donne un petit conseil à tous nos jeunes qui font du football. Parce qu'il n'y a pas que le foot, on l'a dit, il y a certes les jambes, il y a la tête, il y a l'entourage, mais je pense que la nutrition, ce genre de choses-là, donc s'il y a un message à passer, moi j'ai toujours à mes gamins, les gars, c'est important de bien s'alimenter, on mange des bonnes choses, mais c'est bien aussi qu'un coach qui est peut-être plus crédible que les parents. Non, tout le monde est crédible, mais à un degré différent. Après, c'est sûr que la préparation invisible, comme on l'appelle dans le football, c'est capital. Que ce soit la nutrition, que ce soit les soins, le sommeil. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le corps, c'est une machine. Plus on entretient la machine, plus on a de chances de réussir, c'est évident. Après, il y a la machine. Le moteur de la machine, c'est le cerveau, c'est la tête. Donc, il faut que tous ces paramètres soient pris en compte. Mais c'est vrai que la préparation individuelle entre en grande ligne de compte dans la réussite. Merci Romain, on fait un grand coucou en tout cas à cette équipe des U11 Interpro. Namlux. C'est encore plus beau. Namlux, c'est encore plus beau. Et bien sûr à toutes les équipes du RFC Messancy. Exactement. Et puis Romain, voilà, on arrive tout doucement au bout. Il faut que vous nous offriez le cadeau à nous tous qui vous écoutons ce matin. La chanson que Romain nous offre, nous donne pour nous accompagner dans cette journée, c'est quoi et c'est pourquoi La chanson, on va dire, voilà, une chanson qui me tient à cœur et qui relie tout le monde, que ce soit notamment mon papa, mon fils, une chanson de Daniel Balavoine, Mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Romain, merci, c'était un énorme plaisir. Un grand merci à vous en tout cas et pour m'avoir accueilli et un grand bonjour à tous les auditeurs d'Inside Radio. On fait ça, de toute façon, ils nous écoutent, ils nous entendent. Ben voilà, c'est fini. On vous envoie Daniel Balavoine dans la foulée. On se retrouve la semaine prochaine et puis on arrivera tout doucement vers le frétillement des fêtes de fin d'année. Mais bon, il y a encore un peu de temps d'ici là. Et ben, je m'en vais comme d'habitude à pas de loup en vous disant que quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.